Merci Alain. Alors, si on lit le programme tel qu'il est présenté, nous sommes supposés faire des conclusions opérationnelles. On va essayer. Pour les rendre opérationnelles, on a défini en quelque sorte une méthode qui consistait à préparer des propositions. Ce sont évidemment des propositions très provisoires qui demandent qu'à être améliorées, modifiées, critiquées, mais ça permet d'avoir un point de départ. Alors ces propositions, nous les avons faites, nous les avons préparées dans l'équipe au sein du Collège de France, puis nous les avons fait discuter par les fameux réseaux ID, internationalisation du droit, réseau franco-américain, franco-brésilien, franco-chinois, mais élargi à d'autres pays, comme l'Inde ou le Canada et d'autres encore. Et nous en les avons discutés hier, avant-hier plus exactement, ce qui fait que la version que nous vous proposons aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait la première version, mais elle est destinée à son tour à être débattue avec ceux qui ont accepté de participer à cette table ronde et plus largement avec l'ensemble du public. Alors voilà ce que nous proposons, comment nous avons construit nos propositions en ce qui concerne le climat. Au fond, on part d'un constat qui paraît assez clair maintenant. Bien sûr, l'homme a toujours transformé son environnement, mais désormais, son action est déterminante. Et le groupe international d'experts sur le climat, le GIEC, souligne de plus en plus fortement que l'impact des activités humaines sur le climat est sans précédent, en rythme comme en amplitude. Et je dirais qu'il n'y a peut-être pas lieu de s'en étonner si on pense simplement à un élément qui est l'explosion démographique de l'humanité. N'oublions pas qu'il a fallu 10 000 ans pour atteindre 1 milliard, à peu près 10 000 ans pour atteindre le premier milliard d'êtres humains, mais que les 60 dernières années, c'est-à-dire entre 1950 et 2010, on est passé de 3 milliards à 7 milliards. Donc en termes d'accélération, c'est impressionnant. En somme, nous sommes pris dans un mouvement inéluctable de globalisation. Je dirais globalisation au sens propre, parce que c'est ce que disait déjà Kant quand il a construit sa paix perpétuelle. La forme de la Terre étant ronde, eh bien, les hommes ne peuvent pas se disperser à l'infini. Donc, une fois que la phase d'expansion est terminée, il l'avait prévu en XVIIIe siècle, c'est évidemment beaucoup plus vrai encore aujourd'hui, une fois que l'expansion est terminée, c'est la phase de compression, ce que Teilhard de Chardin appelait la compression de la masse humaine. Autrement dit, nous voilà contraints de commencer à nous inquiéter de ce qui concerne la sûreté de la planète. Nous inquiéter au point que certains commencent à parler d'urgence, d'état d'urgence. Alors attention aussi aux mots, parce que la sûreté de la planète, c'est un peu comme la sûreté de l'État. Ça présente aussi potentiellement des risques pour la démocratie, comme on le voit dans certains domaines. Alors, sur le constat, on est bien clair. Sur la réponse, je dirais que les choses sont beaucoup plus confuses. Et on l'a vu encore ce matin, il y a une sorte de superposition de modèles. Sous les mêmes mots comme droit international, on met des conceptions différentes de l'ordre juridique international, de l'ordre juridique mondial. Alors, en gros, il y a le modèle traditionnel, qui est le souverainisme, qui a une vision autonome, solitaire de la souveraineté, indépendante, et qui reste le modèle de référence pour beaucoup d'États, et en particulier pour des grandes puissances comme les États-Unis ou la Chine, le Brésil aussi à sa manière. Or, les États, si puissants soient-ils, se révèlent impuissants face à la nature globale du risque que constitue le dérèglement climatique. Quel autre modèle se dessine ? À l'autre bout, en quelque sorte, il y a le modèle onusien, le modèle des Nations Unies, de sorte d'universalisme. C'est ce qui est affirmé au premier sommet de la Terre à Rio en 1992, avec les textes qui ont suivi, la Convention climat, puis le protocole de Kyoto. Et c'est un modèle qui suppose un accord contraignant et donc à vocation universelle. Alors, pour parvenir à ce modèle, les Nations Unies ont défini un processus descendant, dit top-down, de haut en bas,
qui est aussi préconisé par l'Union européenne et par un certain nombre de pays en développement et revendiqué, je dirais, par les organisations non gouvernementales notamment. Mais c'est un modèle qui est à l'état pur sujet à certaines critiques. Que dire sur sa légitimité en termes de démocratie? Que dire en termes d'efficacité? En effet, il ne semble pas, tel qu'il est conçu, en tout cas au départ, répondre aux différences qui existent entre les différents groupes humains, entre les divers groupes humains, différences dans l'espace. Les risques climatiques ne sont pas les mêmes partout, c'est évident, au nord et au sud, c'est différent, dans les îles, c'est encore autre chose. Et ces différences se situent aussi dans le temps. Il faudrait pouvoir tenir compte du passé, ce qu'on appelle parfois la dette écologique des pays industrialisés. Il faudrait tenir compte du présent, c'est-à-dire du rattrapage des pays émergents, mais aussi des difficultés économiques et sociales des pays en développement. Et bien sûr, l'objectif, quand on parle de changement climatique, est de préserver la survie de l'humanité et la planète elle-même, c'est le futur, c'est préserver une terre habitable pour les générations futures, nouveau concept qui entre dans le champ juridique maintenant. Alors, ce modèle étant critiqué, il y a un troisième modèle qui se dessine à l'horizon aussi. La globalisation, on le constate, implique un mouvement de privatisation, c'est-à-dire de transfert de pouvoir aux acteurs privés. Donc on voit se dessiner un modèle qu'on pourrait appeler libéral ou ultralibéral, avec le rôle croissant des entreprises transnationales. Leur budget dépasse celui d'un certain nombre d'États. Donc dans ce modèle, si on le prend sous sa forme radicale, les entreprises transnationales gouverneraient le monde à partir de Davos, et les experts deviendraient les véritables pilotes de la gouvernance mondiale. Et bien sûr, on voit mal à ce moment-là comment l'autorégulation par le marché suffirait pour garantir la légitimité, donc l'efficacité, avec pour seul contre-pouvoir les ONG et les lanceurs d'alerte dont on a parlé encore ce matin. Alors, c'est peut-être cette superposition de modèles apparemment contradictoires et incompatibles entre eux qui sous-tend cette impression de schizophrénie. Ce qui me frappe, c'est que le mot a été employé à de nombreuses reprises pendant le colloque. Et il y a eu aussi récemment un titre dans le journal Le Monde, un schisme de réalité, qui développe la même idée. Schizophrénie, c'est l'impression que donneraient les responsables politiques auxquels on reproche en fait de tenir deux discours, de tenir un discours vertueux sur l'avenir de la planète et la sauvegarde du bien commun, et en même temps d'encourager l'exploitation effrénée des ressources d'énergie fossile et une concurrence économique toujours plus féroce entre les entreprises, mais aussi entre les États. Autrement dit, on serait pris entre un risque d'un intégrisme économique, la croissance étant supposée opposée à la nature, et puis le risque d'un intégrisme écologique qui opposerait la nature à l'homme. Et au milieu de tout ça, où va la démocratie? Alors, on a un peu le sentiment d'une impasse, et pour sortir de l'impasse, il nous semble que les pratiques observables et observées suggèrent un modèle qui serait plus interactif, qui correspondrait donc mieux aux interdépendances et qui serait plus évolutif, donc qui correspondrait mieux à l'instabilité des données actuelles. C'est pourquoi j'avais proposé de l'appeler le pluralisme ordonné. Pluralisme parce qu'il coordonne plusieurs modèles, mais essaye de s'ordonner dans cette perspective d'une gouvernance mondiale, ou plus exactement d'un ordre juridique mondial. Alors, il combine en effet, les pratiques combinent en effet une sorte de souverainisme intégré, parce que même des superpuissances comme les États-Unis ou la Chine commencent à se coordonner, donc à se penser pas comme souverain solitaire, mais déjà un peu comme souverain solidaire. Et puis, c'est aussi le souverainisme intégré, c'est aussi le processus d'harmonisation tel qu'il se développe au sein de l'Union européenne. C'est un peu plus que la coordination. S'harmoniser, c'est se rapprocher les uns des autres. Alors, on peut aussi présenter les choses sous l'angle qui revient presque au même, d'un universalisme assoupli.
On a des principes communs, mais dans leur application, on réintroduit le contexte national. Donc ça donne une sorte d'ordre juridique à géographie variable et à ce que j'ai appelé parfois la polychronie, c'est-à-dire plusieurs vitesses. Et puis, si on parle du libéralisme, on irait alors vers un libéralisme encadré, ce qui implique une articulation plus précise et plus rigoureuse entre soft law et hard law. Alors, en fait, c'est ce modèle un peu implicitement qui inspire nos propositions, les 6 propositions que nous vous avons indiquées, que nous allons vous présenter à nouveau sur le changement climatique et qui vont être discutées dans cette première table ronde. Encore une fois, nous n'avons pas la prétention de tout résoudre, ce serait impossible de toute façon, mais ce serait surtout très présomptueux, mais plutôt d'offrir aux décideurs publics et privés un instrument juridique qui soit peut-être mieux adapté à la complexité et à l'instabilité du monde réel. Alors, ces propositions, nous les avons centrées sur les acteurs les plus puissants. Dans la sphère publique, ce sont les États, dans la sphère privée, ce sont les entreprises transnationales. Mais il est clair qu'il faudrait élargir à d'autres acteurs, élargir aux organisations internationales, élargir aux experts scientifiques, élargir aux acteurs civiques. Cela dit, nous nous concentrons sur ces 2 catégories principales d'acteurs. S'agissant de la responsabilité des États, donc c'est l'universalisme assoupli ou le souverainisme intégré, notre idée, et c'est celle que nous défendons dans nos propositions, c'est de ne pas renoncer au principe dit des responsabilités communes mais différenciées, qui est inscrit dès 1992 dans la Convention climat. Pas renoncer à ce principe malgré toutes les critiques qu'on a entendues ici ou là, mais le rendre opérationnel. Et pour le rendre opérationnel, il ne faut pas le limiter, comme on l'a fait à Rio en 1992, à une opposition binaire entre d'un côté les pays industrialisés, de l'autre tous les autres pays. Il faut une image plus souple. Il faut à la fois que ce principe garantisse un certain fond commun, mais il faut en même temps qu'il garantisse un certain pluralisme en réintroduisant le contexte national, qui peut être politique, socio-économique, juridique, voire éthique. On a parlé aussi d'éthique à plusieurs reprises dans la rencontre. Donc, pour éviter de revenir en contextualisant trop à la vieille position souverainiste, nous essayons de naviguer un peu entre les deux en proposant 3 points qui seront présentés plus en détail par Luca, d'Ambrosio. Définir des objectifs communs, il faut se mettre d'accord sur les objectifs, en gros la réduction des émissions de gaz et l'adaptation des sociétés à la situation préoccupante du climat. Ensuite, il faudrait élaborer une grille commune pour pouvoir comparer les contributions nationales qui sont préparées pour le moment de façon indépendante et autonome par chaque État, ou plus exactement par les États qui veulent bien déjà préparer ces contributions. Et enfin, il faudrait adopter des critères communs, et ça c'est le plus difficile, et on y reviendra plus loin, pour évaluer les différences. Tout cela, ça nous paraît les conditions nécessaires pour aller vers un mécanisme de contrôle et éventuellement de sanctions. Alors maintenant, s'agissant de la responsabilité des entreprises transnationales, qu'est-ce qu'on peut imaginer sous l'étiquette de libéralisme encadré? Je dirais l'objectif, c'est clair, c'est de rendre les objectifs communs opposables et justiciables. Alors, 3 propositions. D'abord, renforcer l'autorégulation, qui en même temps contribue à l'opposabilité des objectifs communs aux entreprises. Alors ensuite, renforcer la réglementation, c'est-à-dire la justiciabilité, éventuellement la possibilité en cas de litige, en cas de différend, d'aller devant un juge. Et en même temps, si on agit à la fois sur le terrain de l'autorégulation et sur celui de la réglementation, penser la distinction soft law, common law, non pas en termes d'opposition, mais en termes de complémentarité. On a besoin de l'une et de l'autre. Et puis, dernière proposition, relier le climat à la question des droits de l'homme. Et ça avait été déjà lancé par Diana Mann le premier jour, quand elle a parlé de l'aspect sécurité humaine qui se trouve derrière la réflexion sur le changement climatique. Alors, implicitement,
ce que nous suggérons, c'est une double métamorphose. S'agissant des États, passer d'une souveraineté solitaire qui consiste à exercer la souveraineté pour défendre les intérêts purement nationaux, à une souveraineté solidaire qui consiste à ajouter, on ne retranche pas, on ajoute aux intérêts nationaux la protection du bien commun de l'humanité ou la protection des intérêts du monde. Et parallèlement, nous posons la question de savoir s'il est possible de penser une autre métamorphose qui concernerait les intérêts privés des entreprises élargis, eux aussi, aux intérêts mondiaux, et notamment, bien sûr, dans le domaine dont nous parlons. Alors, comment allons-nous discuter cela? Les propositions vont être présentées par Luca D'Ambrosio, qui a suivi le travail depuis l'origine et qui fera un peu l'état des lieux après la discussion du 10 juin. Ensuite, nous avons 3 intervenants qui vont ici nous permettre d'avoir une discussion extrêmement riche parce qu'ils viennent d'horizons très différents. Il y a d'abord 2 grands acteurs, je dirais, de la société civile sur la scène internationale. Jean Jouzel, qui est vice-président du GIEC et membre du CEA. Et d'autre part, Antoine Frérot, qui est président de Veolia et qui est intervenu il y a peu de temps, il y a quelques jours, lors du sommet des entreprises sur le changement climatique pour prendre des positions extrêmement claires en faveur de la défense du climat, je dirais. Enfin, Diana Mann, qui est cachée là au bout de la table, qui est une universitaire juriste, professeure à la School of Law de l'Université de Georgia, qui interviendra à son tour. Alors, je pense que Jean Jouzel interviendra surtout sur les propositions sur la responsabilité des États, Antoine Frérot plutôt sur la responsabilité des entreprises, j'imagine, et Diana Mann de façon transversale sur les différentes significations du terme responsabilité. Alors, ce que nous avons prévu, c'est de limiter le temps de parole au départ, de manière à ce qu'après chaque intervenant, les autres intervenants de la table ronde puissent poser déjà une première question, et on fera ainsi un premier tour de table interne. Ensuite, on élargira le débat à la salle. Donc, sans prendre plus de retard, je donne tout de suite la parole à Jean Jouzel, donc essentiellement... À Luca, pardon. À Luca.